Salut, dans cette formation, on va attaquer un sujet que je voulais couvrir depuis un moment. Il s'agit de RabbitMQ. Et je vais faire une formation complète de l'installation jusqu'au déploiement en prod, avec des erreurs classiques, comment les investiguer et comment rétablir le service. Et tout au long de la formation, on aura beaucoup de démonstrations concrètes, notamment dans l'interface graphique de RabbitMQ, parce que c'est là que tout devient vraiment lisible. On verra c'est quoi RabbitMQ et pourquoi ça existe. On verra aussi les concepts fondamentaux. Ensuite, on va procéder à son installation et son exploration complète de l'interface graphique. Ensuite, on fera notre premier message, producteur et consommateur. Pour cette démo, on va utiliser Python. Et ensuite, on verra les types d'exchange en détail, avec une démo sur l'interface. Et ensuite, on verra les bonnes pratiques côté dev. Et on va effectuer un déploiement sur Kubernetes. Par la suite, on verra la stratégie de déploiement et le rollback. Ensuite, on verra quelques cas de bugs classiques, comment investiguer et comment rétablir le service. Il y a pas mal de manières, donc on ne va pas s'éparpiller. On reste sur l'essentiel, ce qui compte vraiment en prod. Allez, on commence. Avant de lancer la moindre commande, il faut qu'on comprenne pourquoi RabbitMQ existe. Parce que si tu comprends le problème qu'il résout, tout le reste va devenir beaucoup plus logique. Le problème avec la communication directe, imagine que tu as deux services. Le service A doit envoyer une information au service B. La solution la plus naïve, A appelle B directement en HTTP. Ça marche. Jusqu'au moment où B est en train de redémarrer, la requête est perdue. Et B est surchargé. A doit attendre. Et potentiellement time out. On peut envoyer le même message à C et D, en plus de B. A doit appeler les trois. Et si l'un plante, c'est le voisin. RabbitMQ se place entre les services. A publie un message dans RabbitMQ et RabbitMQ se charge de la distribution à qui de droit au rythme que les consommateurs peuvent tenir. C'est ce qu'on appelle un message broker. En d'autres termes, c'est un intermédiaire de message. Ce que ça apporte concrètement, on a un découplage. On n'a plus besoin de savoir où est B, ni si B est disponible. On a aussi le côté résilience. Si B est down, le message attend sagement dans la queue. Et côté scalabilité, on peut ajouter par exemple 10 instances de B pour consommer plus vite. RabbitMQ permet un traitement asynchrone. Donc, par exemple, A publie et continue son travail sans attendre la réponse de B.
RabbitMQ a implémenté le protocole AMQP. C'est un standard ouvert, ce qui veut dire que tu peux avoir des producteurs en Python, des consommateurs en Java, en Go, en Node.js et bien d'autres. Peu importe le langage, tout le monde parle à MQP. Il est développé en e-lang, ce qui lui donne une excellente gestion de la concurrence et une très bonne stabilité. En prod, on voit des instances RabbitMQ tourner pendant des mois sans interruption. Tout d'abord, on va commencer par les concepts fondamentaux. Là, on va poser les bases. C'est la partie la plus théorique, mais je vais la garder courte et visuelle. Tout commence par un producteur qui publie des messages. Ça peut être ton application, ton service, ton script. Et on a l'exchange qui reçoit les messages et décide avec quel que les envoyer. Il y a plusieurs types d'exchange. On va les voir en détail. La queue, c'est comme la boîte aux lettres. Et les messages y attendent jusqu'à ce que un consommateur les récupère. Et le consommateur s'abonne à une queue et traite les messages. Ensuite, on a le routing key. C'est une étiquette que le producteur colle sur le message. L'exchange s'en sert pour décider où envoyer le message. Et par la suite, on a le binding. C'est la règle qui lie un exchange à une queue selon certaines conditions. On a plusieurs types d'exchange. On va commencer par le type direct. Il route vers la queue, dont le binding key égale au routing key exact. Ensuite, on a le type Feyenoord qui envoie à toutes les queues bindées. C'est le broadcast. Un autre type, on a le type topic qui route par pattern. L'astérisque égale un mot et le hashtag égale 0 ou ethnomo. Et un autre type, on a le header qui route selon les entêtes du message. Ce type en pratique est très rare. Et un dernier type, on a default, encore appelé AMQ, avec exchange implicite. Et là, le routing key égale le nom de la queue. Il y a aussi deux propriétés importantes à connaître sur les queues et les messages. Donc, durable, la queue suivie à un redémarrage de RabbitMQ. Et la deuxième propriété, c'est la persistance. Le message est sauvegardé sur un disque et pas juste en mémoire. On reviendra là-dessus dans les bonnes pratiques. Pour l'instant, on a tout ce qu'il faut pour commencer. Allez, on passe à la pratique. On va, pour notre démo, installer RabbitMQ en local avec Docker Desktop. C'est la façon la plus rapide de démarrer et ça correspond à ce qu'on aura probablement dans nos machines de dev. On va utiliser l'image officielle avec le plugin de management activé. C'est important parce que sans ce plugin, on n'aura pas d'interface graphique. On va attendre que le conteneur démarre. Deux ports à retenir. Le port 5672, c'est le port AMQP. C'est lui que les applications vont utiliser. Et le deuxième port, c'est le port 15672. C'est le port de l'interface web de management. On définit un utilisateur et un mot de passe via les variables d'environnement. En dev, c'est suffisant. Parfait. Maintenant, on va ouvrir notre navigateur.
On se connecte avec admin N23. Et voilà le RabbitMQ Management UI. C'est l'une des choses que j'aime vraiment dans cet outil. On va passer un bon moment ici. Regardez ce qu'on a. On a l'overview. C'est l'état général du broker avec les connexions actives et les messages en cours. On a aussi connexion avec toutes les connexions AMQP ouvertes. Et le channel, là c'est les canaux. Une connexion peut avoir plusieurs canaux. Et là on a l'exchange avec tous les exchanges disponibles. Ensuite là on a queue avec toutes les queues. Ensuite on a admin pour la gestion des utilisateurs, des vhosts et des permissions. Et là on voit que on a déjà des exchanges prédéfinis. Ce sont les exchanges par défaut que RabbitMQ crée automatiquement. AMQP Default, l'exchange par défaut de type direct, avec AMQ Direct, AMQ Final, AMQ Topic, Header et Match, l'alias de Header. Pour l'instant, tout est vide. C'est normal. On va remplir ça juste après. À présent, on va écrire notre premier producteur et notre premier consommateur. Je vais utiliser pour notre démo Python avec la librairie Pika. C'est la référence pour RabbitMQ en Python. Deux choses importantes à noter: durable égale true, c'est la queue. Elle suivit si RabbitMQ redémarre. Et delivery mode égale 2 sur le message, il est écrit sur le disque. Si t'en mets qu'un des deux, ça ne sert à rien. Il faut les deux. Le auto-hack égale false, c'est vraiment important. Si on le met à trop, RabbitMQ considère le message comme traité dès qu'il est livré au consommateur, même si ton process plante en cours de traitement. En le mettant à false, tu contrôles toi-même quand tu fais l'hack. Et si ton consommateur plante avant l'hack, RabbitMQ remet le message dans la queue automatiquement. On va ouvrir deux terminaux côte à côte. Un pour le producteur et un autre pour le consommateur. Et on va lancer d'abord le consommateur dans notre terminal. Et on va lancer le producteur. On voit notre queue commande qui apparaît. Regardez ce qu'on a. C'est en redit avec message en attente d'être consommé. Un hack, c'est les messages en cours de traitement. Ils ne sont pas encore acquittés. Ensuite, on a le total. Les graphes se mettent à jour toutes les quelques secondes.
On voit là clairement le flux de messages. On va stopper le consommateur pour simuler ce qui se passe quand un service est indisponible. Pour cela, on peut exécuter la commande CTRL-C dans le terminal du consommateur et on relance le producteur. On voit que la queue se remplit dans l'interface. On voit les messages qui s'accumulent dans la queue. Ils attendent. RabbitMQ ne perd rien. Maintenant, si on relance le consommateur, les messages vont se vider progressivement. Et immédiatement, il dépile tout. C'est exactement la puissance du découplage dont je parlais au début. Si on va dans Get Message de la queue, on voit qu'il y a aussi cette fonctionnalité très pratique pour débugger. On peut piocher un message dans la queue directement depuis l'interface sans consommateur. Ça, c'est vraiment utile lorsqu'on veut inspecter ce qu'il y a dans une queue en prod sans perturber le flow. On va maintenant explorer chaque type d'exchange avec les démos concrètes dans l'interface. C'est le cœur du routing dans RabbitMQ. L'exchange direct achemine un message vers la queue dont le binding key correspond exactement à la routing key du message. On va créer un exchange direct depuis l'interface. On va définir notre nom, le type, la durabilité et auto delete. On va mettre no. Et on va créer deux queues. Une première queue avec order.paiement et une deuxième queue avec livraison. Et dans paiement, on va mettre le from exchange order.direct et routing key paiement. On va faire la même chose dans la queue order.livraison avec routing key livraison.
Et si on revient dans l'exchange ou deux points directs, on voit les bindings. Donc là, on voit tous les bindings de cette exchange. C'est la carte de routage. Si on vérifie là que aux deux points paiement, get message, le message est arrivé exactement dans la bonne queue. Maintenant, on va publier avec routine qui livraison. Et dans la queue aux deux points livraison, on a la même chose avec livraison. La séparation est nette. Le Feyenoord, le broadcast, il ne regarde pas le routing key. Il envoie à toutes les queues bindées. L'usage typique, c'est avec les logs, les notifications et l'invalidation de cache en temps réel. À présent, on va créer deux queues notif.email et notif.sms. Ensuite, on va binder les deux queues en notification.feyenoord, donc notif.email avec notification.feyenoord avec pas de routing key et notif.sms sans routing key également pour notification.feyenoord. Ensuite, on va publier depuis l'exchange. On va vérifier ça dans les deux queues. On voit que le même message est arrivé dans les deux queues. C'est tout l'intérêt du Feyenoord.
L'autopic, c'est le plus flexible. Il permet un routing par pattern avec deux wildcards. Astérisque remplace un seul mot et le hashtag remplace zéro ou plusieurs mots. Et les mots sont séparés par des points. On a là les exemples de patterns. À présent, on va créer un exchange aux deux points topic de type topic. Ensuite, on va créer les queues et les bindings. Une queue log.to avec binding hashtag, une autre log.error avec étoile.error.étoile et la troisième log.error avec binding étoile.error.hashtag. Ensuite, sur notre interface, on va publier plusieurs messages avec des routines qui varient. On va commencer par order.error.livraison avec log.to et log.error. Ensuite, error.error avec log.to, log.error et log.error. Et le dernier message, order us.paiement avec log.to. Vérifions tout cela pour confirmer le routing.
C'est le type d'exchange que j'utilise le plus en pratique. Il donne vraiment beaucoup de flexibilité pour organiser les topics de messages. On va maintenant parler de ce qu'on fait et ce qu'on évite en prod. Ces points, je les ai vus faire la différence entre un système qui tient et un système qui t'appelle à 3 heures du matin. Le basic make avec recue égale true remet le message en tête de queue pour un autre essai. Attention, si l'erreur est permanente, comme un message mal formé par exemple, tu vas créer une boucle infinie. Donc, c'est là qu'on utilise une dead letter queue. Une dead letter queue qu'on abrège avec DLQ, c'est une queue de quarantaine. Quand un message est rejeté trop de fois ou qu'il expire, il est redirigé là-dedans. Et là, tu pourras ensuite analyser ce qui a planté, corriger et republier. On a là une queue avec ses arguments. On voit ici les arguments configurés. L'interface les affiche clairement. C'est une bonne habitude pour vérifier ça avant de déployer. On voit ici les consommeurs connectés et le prefetch. C'est très utile pour voir si un consommateur est en train de se faire déborder. Le prefetch compte, c'est le nombre de messages qu'un consommateur peut avoir, donc en cours, en même temps, c'est-à-dire reçus mais pas encore acquittés. La valeur à choisir dépend des tâches. Pour du traitement lourd, comme des appels d'API, des traitements d'images et bien d'autres, on peut choisir la valeur 1 ou 2. Et pour du traitement léger et rapide, on peut choisir des valeurs entre 10 à 50. Le heartbeat, c'est le battement du cœur de la connexion. RabbitMQ et le client s'envoient des petits pings réguliers pour vérifier que la connexion est toujours vivante. Si ton réseau coupe brièvement, sans heartbeat configuré, tu peux te retrouver avec une connexion zombie, c'est-à-dire qui apparaît ouverte, mais en réalité qui est off. Ensuite, on a l'idempotence. Un message peut être délivré 2 fois. C'est rare, mais cela arrive, notamment lors d'un recul ou d'un bug réseau. Ton consommateur doit être capable de traiter le message 2 fois sans effet de bord. À présent, on passe à la partie DevOps. On va déployer RabbitMQ sur Kubernetes. Et pour notre démo, on va utiliser un cluster local. Si vous avez de quoi desktop, Kubernetes est déjà intégré. Il suffira juste de l'activer dans les settings. Et sinon, il faudra juste l'installer.
Une fois que c'est actif, on a kubectl qui pointe sur notre cluster local. On va créer le fichier rabbitmq-namespace.yaml et on va créer un autre fichier rabbitmq-config.yaml et le fichier rabbitmq-secret.yaml. Attention à ce niveau, en production, on n'écrit jamais les mots de passe en clair dans les fichiers YAML. On passe par un secret et idéalement par un vault comme HashiCorp Vault ou les secrets natifs de votre cloud provider. Donc là, c'est vraiment que pour cette démo. Et le fichier pour le PVC, le fichier RabbitMQ, pvc.yaml. Sans PVC, toutes les données de RabbitMQ sont perdues si le pod redémarre. On le monte sur /varlib RabbitMQ. On utilise un stateful set et pas un déploiement pour Rabbit. La différence, c'est que le stateful set donne une identité stable à chaque pod, avec le nom, le réseau, le stockage. C'est essentiel pour un broker qui doit maintenir un état. On va passer au déploiement. Dans l'ordre, on va commencer par le namespace, ensuite les secrets, le fichier de config, le fichier PVC, le stateful set. Pour les services, on va créer un fichier RabbitMQ service. Et on va terminer par les services. On va vérifier tout cela avec kubectl getAll avec d'autres namespace messaging. Ils ont bien démarré. Et on va maintenant faire un port forward pour accéder à l'interface depuis le local. Là, on voit que c'est exactement le même interface qu'avant. On voit que le pod tourne bien, les connexions sont actives. On aborde maintenant la partie qui fait souvent peur. Comment mettre à jour RabbitMQ en production sans perdre de messages et sans interruption de service. Et comment revenir en arrière si quelque chose se passe mal. Pour une instance unique, ce qu'on a ici, la mise à jour va forcément avoir une courte interruption. C'est pourquoi en production, on préfère un cluster RabbitMQ avec plusieurs nœuds. Mais même sur une instance unique, on peut minimiser l'impact. On va modifier l'image dans le stateful set avec un kubectl cette image. On va suivre le rollout avec la commande kubectl rollout status. Kubernetes va arrêter le pod, appliquer la nouvelle image et redémarrer. Grâce au PVC, toutes les données, que ce soit les queues, les messages, sont préservées. Si la nouvelle version pose problème, le rollback est simple. Pour voir l'historique, on va exécuter la commande kubectl rollout history.
et on va revenir à la version précédente avec Reload Undo. On peut aussi revenir à une révision spécifique avec Reload Undo et ensuite on précise la révision sous révision égale 2 par exemple. Ensuite on va vérifier notre rollback, kubectl reload status et un getPut. Regardez, en regardant on voit que les queues sont toujours là, les messages n'ont pas bougé. C'est la puissance de la persistance sur PVC. Pour une mise à jour vraiment sans interruption, la stratégie Blue-Green consiste à faire tourner deux versions en parallèle, puis à basculer le trafic d'un coup. Donc avant, on a l'application avec le service RabbitMQ, avec son stateful set en environnement Blue, avec une version v3.12. Et pendant la migration, on a notre application avec le service RabbitMQ sur un environnement Blue et un autre RabbitMQ sur un deuxième environnement Green avec une version différente qui tourne en parallèle avec son health check qui est OK. Donc à cet instant, on a les deux versions qui tournent en parallèle. Tout se joue au niveau de la bascule en modifiant le sélecteur du service. Et après bascule du trafic, sur notre nouveau stateful set Green, là on peut supprimer le stateful set Blue. Donc en gros, le déploiement Blue-Green maintient deux environnements de production isolés, l'un étant actif et l'autre inactif, pour déployer et tester une nouvelle version en toute sécurité. Une fois la validation validée, le trafic utilisateur est basculé instantanément sur le nouvel environnement et garantissant ainsi une mise en ligne sans coupure et un retour arrière immédiat en cas de besoin. Et attention, si RabbitMQ change de version majeure entre Blue et Green, les données ne sont pas toujours compatibles. Il faut toujours consulter les release notes avant une migration. Avant de redémarrer RabbitMQ, il est bon de s'assurer que les queues sont vides ou que les messages sont persistés. Pour ça, on peut utiliser le mode maintenance. Et pour l'utiliser, il faut au préalable l'activer et désactiver les nouvelles connexions. Ensuite, on va attendre que les queues s'évitent et on va relancer jusqu'à ce que tout soit à zéro. Ensuite, là, on peut procéder à la mise à jour et puis réactiver. À présent, on va aborder les bugs classiques, comment investiguer et comment rétablir. C'est la partie que je trouve la plus intéressante parce que c'est là qu'on voit vraiment comment fonctionne le système. On va voir les bugs les plus fréquents que j'ai rencontrés et surtout comment les diagnostiquer. Le premier bug, on peut avoir des messages qui s'accumulent, donc les queues qui ne s'évitent pas. Et les symptômes de ces bugs, on voit dans l'interface que les messages ready augmentent, mais les honest gates restent à zéro et le consommateur ne répond plus. On va faire une simulation en stoppant le consommateur
Ensuite, on va publier des messages. Donc là, on voit bien que l'accueil gonfle. Si on revient dans l'interface, en regardant l'onglet consommateur de l'accueil, si cet onglet est vide, cela signifie que aucun consommateur n'est connecté. C'est un problème côté applicatif. Et comme cause possible, cela peut être dû au fait que le consommateur est crashé. Dans ces cas, il faut vérifier dans les logs du pod. Cela peut aussi provenir du fait que le consommateur est bloqué sur un traitement infini. Et une autre cause possible, ça peut être que le prefit est trop bas et des messages sont en egg depuis trop longtemps. Et pour résoudre ce type de problème, on peut commencer par regarder les logs du consommateur. Ensuite, on peut redémarrer le consommateur. En regardant dans l'interface, on voit que on a une bannière rouge qui dit Memory Alarm. Un autre problème récurrent, le RabbitMQ qui refuse les nouvelles connexions avec des memory alarms. RabbitMQ a un mécanisme de protection. Quand l'utilisateur mémoire dépasse le seuil configuré, par défaut 40% de la RAM totale, il bloque toutes les nouvelles publications. Les consommateurs peuvent encore lire, mais les producteurs ne peuvent plus publier. Et comment cela se présente dans les logs? On peut avoir dans les logs le pickup.exception connection closed by broker avec précondition file et memory alarm. C'est très visible. Et pour investiguer sur ce type, il faut commencer par regarder l'état des alarmes. Ensuite, on va vérifier l'utilisation mémoire détaillée. Comme résolution, on peut augmenter temporairement le seuil. Il ne faut pas laisser en prod. Ensuite, on va identifier les queues les plus lourdes. Pour une résolution durable, il faut augmenter la limite mémoire du pod dans le stateful set. Et aussi accélérer la consommation avec plus de consommateurs et réduire aussi la taille des messages et configurer un TTL sur les queues. Un autre problème récurrent, on a les problèmes de disque free alarm. C'est le même principe, mais pour l'espace disque. RabbitMQ bloque les publications si l'espace libre passe sous le seuil configuré. Dans l'interface, c'est là qu'on a les alertes disques. Et pour ce genre de problème, on peut, dans les investigations, vérifier l'espace du disque dans le pod. Et ensuite, on peut aussi voir la taille des données RabbitMQ. Et pour résoudre ce type de problème, on a trois options. On peut commencer par purger des queues non critiques. Ensuite, comme deuxième option, on peut augmenter le PVC si le storage class le supporte. Et enfin, en troisième option, on peut forcer un garbage collect. Les messages UNESCO, c'est des messages que le consommateur a reçus mais n'a pas encore acquittés. Un certain nombre de UNESCO, c'est normal, mais si le nombre grimpe et ne descend plus, là, ça devient un problème. Si on a une queue avec des honest qui ne bougent pas, cela peut avoir plusieurs causes possibles, comme par exemple un consommateur qui est planté en cours de traitement sans lever d'exception,
ou encore un traitement infini avec des deadlocks ou des appels externes qui ne répondent pas. Et une autre cause, ça peut être des préfixes trop élevés. Et pour investiguer sur ce genre de problème, il faut commencer par les messages honnêtes par consommateur. Ensuite, des canaux avec des honnêtes. Et pour résoudre cela, on peut fermer la connexion problématique. Les messages retournent en queue. Ou directement dans l'interface, dans connexion, sur la connexion, on peut faire ceci force close. Les messages honnêtes sont automatiquement reculés. On a aussi le problème où le consommateur reçoit le message en boucle. Ce type de problème est encore appelé poison message. C'est un message que le consommateur n'arrive jamais à traiter correctement. Il le consomme, plante et le renvoie en queue, le reconsomme, plante à nouveau. C'est une boucle infinie. Pour reconnaître ce type de problème, on a un message rédié qui ne baisse pas, qui est en erreur et qui se répète dans les logs du consommateur. Comme solution à ce problème, il faut configurer un max retry plus une DLQ. Un autre problème, on a le rétablissement complet. Le port RabbitMQ est crashé. C'est le scénario le plus stressant. Le port RabbitMQ est down. Voici comment il faut procéder calmement pour résoudre ce problème. Dans un premier temps, il faut commencer bien évidemment par des investigations. Et pour cela, on peut, avec Kubernetes, utiliser la commande kubectl getPort. Ensuite, on voit le statut et on fait un kubectl describe pour regarder les events en bas de la sortie. Ensuite, un kubectl log avec preview pour voir les logs du pod avant le crash. Et la deuxième étape consiste à identifier la cause. Les causes fréquentes, c'est des home kills par manque de mémoire. Dans ce cas, il faut augmenter les limites. Cela peut être aussi dû à un disque full, donc l'espace de disque épuisé. Et dans ces cas, il faut nettoyer ou agrandir le PVC. Cela peut aussi être dû à des corruptibles Amnesia Database, où la base interne est corrompue. Et une autre cause, cela peut être dû aux init timeout provoqués par des readiness trop agressifs. Ensuite, à l'étape 3, on va rétablir le service si la base est corrompue. Dans un premier temps, il faut accéder au port avec la commande kubectl exe. Ensuite, réinitialiser la base Amnesia. Cela va provoquer une perte de données et de configuration. Les queues durables et les messages persistants sont préservés sur le disque. Ensuite, on peut utiliser les commandes RabbitMQ stop, RabbitMQ reset pour effacer la configuration du cluster par les messages. Et ensuite, la commande RabbitMQ start. Et dans notre dernière étape, on doit vérifier l'état avec un kubectl exit, avec RabbitMQ status et un kubectl exit avec un RabbitMQ listQ. La commande d'investigation, on a l'état général avec RabbitMQ status et la commande de RabbitMQ cluster status.
Pour les connexions, on a la commande RabbitMQ-CTL, list connection, name, state, channel. Et RabbitMQ list, channel, page connection, list queue, avec name, message, on acknowledge, memory. Et RabbitMQ list, queue, name consumer, durable, auto-delete. On a aussi les commandes pour les exchanges, les commandes pour les consommateurs, les performances pour vider une queue et pour supprimer une queue. La plupart de ces informations sont aussi dans l'interface graphique. Par exemple, dans l'onglet Admin, Overview, on a une vue condensée de tout ça. On arrive bientôt à la fin de notre formation. On va rapidement voir un point sur la sécurité que je vois souvent négligée en dev. Il s'agit des virtual hosts et des permissions. Les VHOST dans RabbitMQ, c'est comme les namespaces isolés. Chaque VHOST a ses propres exchanges, ses queues et ses bindings. Deux services dans des VHOST différents ne peuvent pas se voir. Si on regarde dans Admin, Add et Virtual Host et on crée par exemple production et staging avec Virtual Host production et Virtual Host staging. Dans Admin User, on va créer un utilisateur par service. Par exemple, User App Payment avec le tag known par admin et le User App Order avec tag known. Si on regarde sur l'utilisateur dans cette permission, en choisissant le vhost et les permissions avec Virtual Host Production, configure, write et read. Le configure, c'est le regex XP des ressources configurables. Et write, c'est avec command.asterisk. Cela signifie peut publier vers et le read peut consommer des puits. En prod, chaque service a son propre utilisateur avec les permissions minimales nécessaires. Il ne faut jamais laisser tous les services avec le même compte admin. On est parti de zéro pour comprendre ce qu'est un message broker et pourquoi ça existe. Et on est arrivé à un déploiement Kubernetes avec une gestion des erreurs, des stratégies de mise à jour et les outils pour diagnostiquer et rétablir le service quand quelque chose se passe mal. À l'issue de cette formation, si on doit retenir une seule chose, c'est que RabbitMQ, c'est un outil fiable, mais il demande à être configuré correctement. Le durable, le delivery mode, l'arc manuel, la DLQ, c'est pas optionnel en production. C'est la différence entre un système qui absorbe les pannes et un système qui perd des données. Dans cette formation, on a vu l'interface graphique. On en a beaucoup parlé. C'est voulu. C'est vraiment le meilleur outil de monitoring en temps réel. Les graphes de débit, les consommateurs actifs, les ONESC, les alarmes mémoire et les disques. Tout est visible en un coup d'œil. Il faut prendre l'habitude d'y aller régulièrement lorsqu'on développe. Sur Kubernetes, la règle d'or, c'est Stateful Set, PVC et Readnet Probe. Avant ça, tes données survivent au redémarrage et Kubernetes sait exactement quand le pod est prêt à recevoir du trafic. Et concernant les bugs, la plupart du temps,
L'investigation doit commencer par les logs du pod. Les commandes comme RabbitMQ, CTL et un coup d'œil dans l'interface. Dans 90% de cas, la cause est visible immédiatement. Ainsi s'achève cette formation sur RabbitMQ. Pour aller plus loin, on verra le clustering RabbitMQ, plusieurs nodes pour la haute disponibilité et les quorum queues qui remplacent les mirrored queues depuis RabbitMQ 3.8 pour la réplication des messages. Mais ça, c'est pour une prochaine vidéo. Si tu as des questions, tu peux les poser en commentaire. Et si la vidéo t'a aidé, tu sais ce qu'il te reste à faire. À très bientôt.